n'a pas pu faire de nous des humbles. Qui ça? Ou pas su. Ou pas voulu. Alors, il a fait de nous des humiliés. Qui ça? Dieu. Le film de Godard, Adieu au langage, ne change pas vraiment de sa préoccupation fondamentale avec laquelle il a été à l'origine de la nouvelle vague. L'obsession de Godard, c'était de dire qu'il ne suffisait pas de faire un film, encore fallait-il, en faisant le film, développer la conception que le réalisateur avait du cinéma. Explicitement ou implicitement, consciemment ou inconsciemment, tout réalisateur livre sa conception, sa version de ce que le cinéma devrait être ou aura été. Celui-ci donc, chez Godard, ce film-là, prend une importance beaucoup plus grande puisqu'il le tourne en 3D et il salue l'arrivée du numérique. Il faut bien comprendre l'arrivée et non point l'avènement. Ce qui paraît important dans le propos de Godard, c'est le fait qu'il annonce la grande menace survenue qui est l'abstraction. L'abstraction qui fait que l'on puisse aborder la question humaine sans jamais se préoccuper de l'existence individuelle, de la réaction naturelle des personnes et du fait que ces personnes soient de chair et d'os. Il le dit très clairement lorsqu'il rappelle que l'État est, depuis Machiavel et avec Richelieu et surtout dès 1789, l'État est centralisateur, totalitaire et considère la personne existante comme une entité abstraite et non point une réalité vivante, sur le vif. Il le dit dans ce film-là de façon très simple lorsqu'il rappelle qu'avec la Révolution française de 1789, eh bien, il y a eu la création de l'étalon maître et en même temps, il y a eu la création du système décimal. Et il nous dit très clairement, et il nous agresse, les deux grandes inventions humaines qui témoigneraient du génie de l'homme seraient le zéro et l'infini. Et nous savons que le zéro et l'infini, c'est le grand roman dans lequel Arthur Koestler, qui jusqu'à présent était communiste, dénonce le système totalitaire dans l'URSS, dans les pays socialistes. Et donc, Godard, très clairement, nous dit que la pensée abstraite, le zéro et l'infini, puisque le 1 devient forcément infini. Déjà dans notre musique, il disait, une jeune fille allemande un jour a prétendu que l'État n'était pas un, et les nazis l'avaient partagé à la hache. Eh bien, le 1 c'est l'État, le 0 c'est l'individu, et le 1 par rapport au 0, le 1 devient l'infini. C'est cela, la lecture que Godard fait fort judicieusement, de façon fort pertinente, du roman de Koestler, sa thèse de Koestler. Et là, tout de suite, il y a cette réplique, la femme ne peut pas faire le mal, parce que pour elle, les deux grandes inventions du génie de l'homme, c'est le sexe et la mort. Le sexe qui représente le triomphe, l'apogée de la sensation individuelle, contre le zéro, bien sûr, c'est la forme féminine de l'infini. Et puis la mort, bien entendu, la mort qui met en fait l'individu, non pas entre parenthèses, mais ailleurs. La grande remarque fait Godard, c'est qu'il y a un prix de Nobel pour toutes les sciences exactes. Il n'y a pas de prix Nobel pour la peinture, il n'y a pas de prix Nobel pour la musique. Et donc nous comprenons que son allusion est « il n'y a pas de prix Nobel pour le cinéma ». Et il s'interroge. Le Nobel qui représenterait l'humanisme, la philanthropie, a toujours défendu très clairement ce qui réduit toute conception de l'homme sur l'homme
à l'individu, à la notion abstraite, au 1 et au 0. Et nous savons bien sûr qu'aujourd'hui, le 1 et le 0 vont constituer en fait le binaire de l'informatique. Et donc, Godard parle cinéma en abordant ce thème, parce que le 0 et le 1 nous mènent au numérique, et le numérique à la 3D. Donc il y a 3 étapes de l'humanité, décrites par Godard dans ce film. L'abstraction binaire du 1 et du 0. Et puis il y a la nature. Et la nature, bien entendu, c'est le sexe. Mais dans la mesure où l'homme n'est plus capable d'être artiste, n'est plus capable d'imaginaire, à ce moment-là, évidemment, le langage est véritablement en danger. Il y a des prix Nobel de littérature parce que la littérature, c'est quand même le structuralisme binaire, le signifié, le signifiant. Et donc, Godard revendique un droit d'existence à l'imaginaire et qu'il désigne, qu'il pointe dans le film avec la métaphore. Commençons par le commencement. Les Indiens Apaches, la tribu des Chickawa, ils appellent le monde la forêt. La métaphore est très importante dans le film parce que, en fait, l'adieu au langage que signale Godard, ce n'est pas l'adieu à la langue écrite, ce n'est pas l'adieu à la langue orale, c'est l'adieu au langage cinéma. Celui qui use de l'imaginaire et qui utilise la métaphore. La première métaphore la plus simple, c'est lorsqu'il filme un pubis qui, évidemment, nous rappelle la célèbre toile de Courbet, L'origine du monde. Là, nous sommes dans la métaphore, puisque personne ne peut représenter, ni en littérature, ni de façon abstraite, l'origine du monde. En revanche, à travers le travail de Courbet, on reconnaît immédiatement que tout ce que l'on peut penser du monde, toute conscience humaine existante, est sortie de là. Et Godard fait tout de suite mettre en voix off ce commentaire important. Les Indiens d'Amérique considéraient que la forêt était l'origine du monde. Et donc nous avons là la métaphore. Nous sommes obligés de rapporter la toison pubienne à la forêt d'Amérique, à la forêt vierge. Et donc par conséquent, l'imaginaire, là, nous dit beaucoup plus que ce que la syntaxe du signifié et du signifiant pourrait déballer. C'est sa première métaphore importante dans le film. La deuxième métaphore importante dans le film, c'est lorsqu'il dit, pour l'homme masculin, responsable des guerres, responsable de l'État, responsable du totalitarisme, responsable de la liquidation physique d'individus par millions, Hitler, puisqu'il le cite, Staline, puisqu'il cite Solzhenitsyn, eh bien, cette métaphore, c'est que le 0 chez l'homme correspond à la mort chez la femme, et l'infini chez l'homme trop mathématicien correspond à l'orgasme chez la femme. Et il rappelle que le mot métaphore signifie transporter ailleurs. Nous voyons très bien que lorsqu'il s'agit de décrire le monde, Godard dit il y a une façon des hommes au pouvoir, il y a une façon de l'amante, de la maîtresse, et qu'en fin de compte, il faut pouvoir rapprocher ces 4 proportions pour bien mesurer à quel point l'homme de pouvoir, l'homme d'État, le centralisateur, le concentrationnaire, a dévoyé finalement, avec la pensée abstraite, a dévoyé ce qui constituait fondamentalement le langage humain, qui restait l'imaginaire et la métaphore.
La troisième métaphore importante du film, c'est lorsque Godard aborde le problème de l'être de l'étang, qui est un problème classique de la métaphysique d'Heidegger. Il est évident que cette façon de pouvoir représenter l'être de l'étang va être utilisée par Godard par la ramification à partir d'un tronc d'arbre de ces immenses branches. Nous comprenons très bien que l'arbre est une poussée qui chaque année s'entoure d'un anneau nouveau, d'une épaisseur nouvelle, qui va ainsi constituer son développement. Si l'on considère que la métaphysique de l'être, depuis Aristote jusqu'à Heidegger, est bâtie simplement sur cette idée que la notion de l'être renvoie à la notion d'essence, la notion d'essence renvoie à comment se manifeste l'essence et à comment peut-on définir l'étantité de l'être. Comme chez Heidegger, nous comprenons que la métaphysique ne fait envelopper chaque fois la question abstraite, philosophique, que par une épaisseur nouvelle, et que l'arbre est finalement une représentation ironique de la progression métaphysique depuis Aristote jusqu'à Heidegger. C'est la troisième métaphore. Petite fille, je voyais partout des chiens. La quatrième métaphore, c'est évidemment celle qui consiste à rappeler que le chien est le seul animal qui nous préfère, qui nous aime davantage que ce qu'il s'aime. Il cite Buffon, il cite Darwin, et tout au long du film, nous aurons toujours la présence de ce chien, presque à le toucher. Ce que ne dit pas Godard, parce qu'il faut évidemment construire la métaphore selon la quatrième proportionnelle, c'est que le chien est à nous, humains, ce que l'homme est à Dieu. L'homme est le seul animal qui préfère Dieu à lui-même, qui aime davantage Dieu que lui-même. Et par conséquent, il faut bien comprendre que comme chez Tarkovsky, le chien est à l'homme ce que l'homme est à Dieu, la dévotion, l'admiration, la soumission. Il le reconnaît comme maître. Et c'est donc un film religieux qui se moque de la métaphysique. À partir de là, pourquoi avoir utilisé la 3D et le numérique? Pour une raison très simple. C'est que Godard dit, aujourd'hui, puisque l'imaginaire est menacé, puisque la métaphore ne peut plus devenir un langage, puisque chaque image supprime le présent parce qu'elle est rediffusée indéfiniment sans l'émotion, sans finalement le pathétique de l'existence individuelle, eh bien, c'est la télévision, bien sûr. Eh bien, si nous en sommes arrivés là, il faut bien constater que le numérique en 3D, tel qu'il nous le présente, c'est, comme il le dit, de plus en plus le sentiment que le spectateur se trouve enfermé dans le rêve d'un autre. Jusqu'à présent, dans la 2D, en noir et blanc, les films qu'il cite, qu'il montre à l'écran, nous avions le sentiment que nous rêvions, certes, en noir et blanc, mais que nous pouvions sortir du rêve de Dreyer ou du rêve d'un Burno. Mais là, avec l'avènement, la précision, la profusion de détails, la pertinence de détails, d'illustrations que nous avons avec le numérique et la 3D, à ce moment-là, petit à petit, ce que nous croyons être une libération technologique devient, aux yeux de Godard, le couronnement du numérique 1-0, puisque à ce moment-là, petit à petit, nous assistons à une scène, et nous le montre, nous sommes au seuil d'une chambre, il y a un porte-manteau, nous pourrions, nous spectateurs dans la salle, avoir la tentation de décrocher notre manteau pour l'accrocher, évidemment, à ce porte-manteau. Nous sommes vraiment dans le rêve du cinéaste. Et à ce moment-là, le chien qui est à côté de nous, nous pourrions étendre la main pour le caresser. Voilà. Évidemment, c'est complètement virtuel, mais nous sommes prisonniers de ce virtuel. Nous sommes de plus en plus avec la 3D dans le rêve de l'autre et donc complètement aliénés. C'est-à-dire que la malédiction que dénonçait Bertolt Brecht en disant « il ne faut pas que nous aliénons le spectateur lorsque nous lui proposons un spectacle, qu'il sache que quelque part on fait appel à lui, à l'adulte en lui, à la raison, à la conscience politique, eh bien là, c'est terminé.
nous serons dans le rêve de l'autre. C'est Big Brother virtuellement accompli. Et c'était ça, la quatrième métaphore. Et c'était évidemment la métaphore la plus importante du film.